milliardaire a vu une mère célibataire partager un repas avec ses enfants. Sa réaction a ému tout le monde aux larmes. Cette nuit-là, le vent soufflait dans les arbres de Central Park, faisant bruisser les feuilles de dorées comme autant de souvenirs épars. L'automne s'était installé sur New York, vif et impitoyable. Les rues étaient plus calmes que d'habitude, et l'air était si froid qu'il s'insinuait sous les manteaux et s'attardait dans les eaux. Caleb Stone marchait en silence le long d'un chemin sinueux, ses pas résonnant doucement sur le trottoir. Il portait un long manteau gris, le col relevé, le regard lointain. À 38 ans, il avait l'air de quelqu'un qui avait tout construit, mais qui avait perdu quelque chose de plus profond. Son visage était désormais presque inconnu du grand public, alors qu'il était autrefois familier dans les magazines et les cercles d'affaires. Ces derniers temps, il préférait la solitude aux événements sociaux, le silence à la foule. Il venait souvent au parc la nuit. C'était le seul endroit où ses pensées ne résonnaient pas aussi fort. Pas d'appel, pas de réunion, juste des arbres, de l'air et des souvenirs. Alors qu'il s'approchait de l'étang, quelque chose l'arrêta. Sous la faible lueur d'un lampadaire, une femme était assise sur un banc en bois. Ses cheveux blonds étaient rassemblés en un chignon lâche, des mèches tombant sur un visage pâle et fatigué. Elle portait un pull gris usé qui semblait trop grand pour elle. Ses épaules étaient voûtées, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose de plus lourd. Dans ses mains, elle tenait un sandwich déjà coupé en 3 morceaux. Assis près d'elle se trouvaient 2 jeunes enfants. L'aînée, une fillette vêtue d'une robe rose délavée, était assise bien droite, alerte malgré sa silhouette menue. Il devait avoir 6 ans. Ses joues étaient un rouge, plus à cause du vent que de la chaleur. Il apprendrait plus tard qu'elle s'appelait Laïa. Elle tenait son morceau de sandwich avec précaution, comme s'il était important. À côté d'elle se trouvait un garçon plus jeune, aux boucles brunes et douces, qui tenait sous son bras un ours en peluche très aimé, Theo. Il était appuyé contre la femme et grignotait tranquillement son morceau. La femme, Nancy, donna le plus gros morceau à Laïa, puis le deuxième à Theo. Elle ne prit rien pour elle-même. Au lieu de cela, elle but une gorgée d'eau et leur sourit gentiment. Caleb resta figé sur place. Il ne comprenait pas pourquoi ce moment l'avait cloué sur place. Ce n'était pas seulement la pauvreté. C'était la façon dont elle bougeait, la façon dont elle donnait sans hésitation. Quelque chose le touchait. Puis Laïa se pencha vers sa mère et murmura « Maman, si tu ne manges pas, comment veux-tu chanter pour nous ce soir dans le van ?» Ces mots le transpercèrent. Il entendit à nouveau la voix de sa propre fille, 5 ans plus tôt, lui demandant de chanter une dernière chanson avant de se coucher. Il sentit la douceur de ses mains dans les siennes. La perte le frappa à nouveau. Il regarda Nancy sourire à Laïa et écarter les cheveux de la joue de sa fille. « J'ai plein d'énergie, murmura-t-elle, parce que je peux entendre ta voix en premier. » Les enfants gloussèrent doucement. Nancy se leva et rangea le peu qu'ils avaient. Elle enroula une fine couverture autour de Theo et prit les mains des 2 enfants. Ils s'éloignèrent lentement vers le bord du parc. Caleb hésita, puis les suivit à distance. Ils passèrent en devant des magasins fermés et des fenêtres sombres. NY marchait à petits pas, le dos légèrement voûté contre le vent. Laïa lui tenait fermement la main. Theo était somnolent, les yeux mi-clos et avançait en traînant les pieds. Après plusieurs pâtés de maison, ils tournèrent dans une ruelle étroite derrière un magasin de quartier fermé. Au fond du terrain se trouvait une vieille camionnette argentée. Sa peinture était terne. La vitre arrière était fissurée, les pneus dégonflés. Des feuilles et des plantes grimpantes s'étaient accumulées à sa base. Elle n'avait pas bougé depuis des années. Nancy regarda rapidement autour d'elle. Puis elle s'accroupit et passa la main sous l'aile en sortant un mince morceau de fil de fer. Avec précaution, elle déverrouilla le haillon arrière et le souleva pour l'ouvrir. À l'intérieur, Caleb vit ce qu'on ne pouvait en aucun cas qualifier de maison. Une couverture pliée, quelques oreillers, un bac de rangement en plastique contenant des vêtements et quelques livres. Il n'y avait ni chauffage, ni lumière, juste assez d'espace pour que les 3 puissent se blottir les uns contre les autres et survivre à la nuit. Elle aida Laïa et Theo à monter à l'intérieur. Nancy les suivit et referma doucement le haillon derrière elle. Le parking était silencieux. La ville bourdonnait quelque part au loin. Puis, dans le calme, un chant discret se fit entendre. La voix de NY, douce et régulière, fredonnait d'une berceuse. Le petit rire de Ya résonna faiblement à travers la coque métallique.
Theo murmura quelque chose d'incompréhensible en réponse. Puis le silence revint, celui qui ne survient que lorsque les enfants s'endorment enfin. De l'autre côté du parking, Caleb resta immobile. Le froid tirait sur son manteau. Le vent soufflait autour de lui. Mais il ne partit pas. Ses yeux restèrent même fixés sur le van, fixés sur la fragile lueur d'amour qui vacillait même là, dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis des années, Caleb sentit quelque chose remuer au plus profond de lui. Pas de la pitié, mais un lien, quelque chose de réel. Le matin s'installa lentement, projetant une lueur dorée terne à travers la vitre arrière fissurée du van. La poussière flottait dans l'air tandis qu'une douce lumière se répandait dans l'espace confiné. Nancy s'assit prudemment, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. La couverture avait glissé pendant la nuit et elle la remit doucement sur les petites épaules de Theo. Elle s'appuya contre le métal froid pendant un moment, rassemblant ses forces avant que la journée ne commence. Elle fouilla dans une boîte en carton usé et plia les quelques affaires qu'il possédait. Une serviette, une petite pile de vêtements, un paquet de lingettes presque vide. Elle s'assura que rien ne dépassait de la couverture ou de la bâche. Si quelqu'un passait par là, le van devait avoir l'air abandonné. Nancy entr'ouvrit la trappe juste assez pour vérifier le parking. Il était encore tôt, il n'y avait personne. Elle fit sortir les enfants en silence. Elle versa de l'eau d'une bouteille en plastique à moitié vide dans une tasse et tendit les brosses à dents à poils souples, cadeau d'une camionnette communautaire, à Laia et Theo. Ils se brossaient en des dents à côté de la camionnette dans l'air frais, se mettant sur la pointe des pieds pour voir leur reflet dans l'enjoliveur d'une voiture voisine. Laia rit en voyant la moustache de dentifrice de Theo et pendant un instant, tout sembla presque normal. Nancy les regardait, le regard empreint à la fois de fierté et de tristesse. Il y a des années, elle portait une veste de chef blanche impeccable, brodée de son nom, Nancy Ross, sous le logo de l'Améon Bloom, l'un des restaurants les plus réputés de New York. Elle n'y travaillait pas seulement, elle s'épanouissait. Louée pour sa créativité et son instinct pour les saveurs, elle gravit rapidement les échelons. Les magazines la qualifiaient d'étoile montante. Elle passait à la télévision locale, était invitée à des événements gastronomiques, saluée comme une femme révolutionnaire dans le domaine de la haute cuisine. Sur ses photos, elle avait l'air si différente. Les cheveux soigneusement attachés, les yeux brillants, souriant avec une confiance tranquille. Cette femme croyait qu'elle allait aller loin. Puis l'accident survint. Elle était restée tard après le service, aidant à nettoyer comme d'habitude. Sur le chemin du retour, une voiture a grillé un feu rouge. L'accident a détruit le côté conducteur et lui a brisé le poignet et les doigts droits, les outils qu'elle avait passé sa vie à entraîner. Il y a eu des opérations, des séances de rééducation, mais elle n'a jamais retrouvé sa force de préhension. Son maniement des couteaux est devenu imprévisible. Sa précision avait disparu. En quelques semaines, le chef exécutif lui a gentiment annoncé qu'il devait la licencier. Son mari, musicien en difficulté, a tenu 2 mois de plus avant de la quitter. Pas d'adieu, juste le silence. Se retrouvant seule avec 2 enfants, sans revenus, sans assurance et avec des mains qui ne pouvaient plus faire le travail qu'elle aimait, Nancy est tombée dans la précarité. Elle a connu les refuges, le couchsurfing, les emplois temporaires dans des cuisines où elle lavait la vaisselle ou préparait les légumes. Elle travaillait sans se plaindre, même si l'espoir s'estompait peu à peu. Finalement, lorsque toutes les options ont disparu, elle a trouvé une camionnette abandonnée derrière un magasin de proximité fermé. Cachée derrière une clôture, elle offrait quelque chose que personne d'autre n'avait. De l'espace et du silence. Elle l'a nettoyé, a couvert les vitres fissurées, a transformé l'arrière en un petit nid avec des couvertures empruntées et un matelas en mousse qu'elle avait récupéré dans une benne à ordures. C'était désormais leur maison. Même alors, Nancy n'a jamais mendié. Elle refusait. Elle cherchait du travail, pas de la compassion. Elle a appris à Laia et Theo à parler poliment, à dire merci, à rester fiers même lorsqu'ils avaient peu. Quand nous agissons avec élégance, leur murmurait-elle chaque soir, le monde peut nous le rendre. Ce matin-là, alors que les enfants finissaient de se brosser les dents, Nancy remarqua quelque chose. Un sac en papier, soigneusement plié, était posé à côté de la porte arrière du van. Elle s'avança prudemment. À l'intérieur se trouvaient 3 pommes, 2 briques de lait, un sandwich emballé et un petit paquet de barres granola.
Tout était frais, rien n'avait été ouvert. Pas de mots, pas de signature, aucun signe de qui l'avait laissé là. Elle regarda autour d'elle. Le parking était vide. Une brise agitait les feuilles, mais il n'y avait personne. Pendant un instant, elle resta immobile, ne sachant pas trop quoi penser. Puis un petit sourire effleura ses lèvres. Il n'était ni large ni éclatant, mais il était sincère. Elle serra le sac contre sa poitrine et regarda ses enfants. Puis elle jeta un coup d'œil à l'horizon, au-delà de la clôture, où la lumière du matin effleurait les toits des immeubles. Quelqu'un les avait vus, et quelqu'un s'était soucié d'eux au point de leur donner sans qu'ils le demandent, sans rien attendre en retour. Nancy ferma doucement la porte du van, comme si elle craignait que le moment ne s'évanouisse si elle bougeait trop vite. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait le cœur plus léger. L'espoir, fragile et discret, était revenu. Le penthouse était silencieux. Une lumière chaude émanait des appliques murales, projetant des reflets dorés sur le sol en marbre poli, mais l'espace semblait froid, inhabité dans son esprit sinon dans sa forme. C'était le genre de silence que la richesse ne pouvait jamais combler. Caleb se tenait à la fenêtre, contemplant la ligne d'horizon scintillante de Manhattan. La ville bourdonnait en contrebas, mais ses pensées étaient ailleurs. Toujours dans le parc près de l'étang, il pouvait la voir clairement. La façon dont elle regardait ses enfants, la douceur de son sourire, la force de son silence. Elle n'avait pas supplié, ni demandé de compassion. Elle avait simplement donné ce qu'elle avait, tranquillement, pleinement, sans poser de questions. Cette image le hantait. Il se détourna de la fenêtre et se dirigea vers son bureau. Il appuya sur un bouton et l'interphone s'alluma. « Victor, dit-il. »« Oui, monsieur, répondit-il. J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un. Une femme, la trentaine, blonde, 2 enfants. Je l'ai vue à Central Park hier soir. Vous voulez une surveillance? » Non, juste son histoire. Quelques heures plus tard, un dossier était posé sur son bureau. Caleb l'ouvrit, se préparant mentalement. Nancy Ross, 30 ans, ancienne chef cuisinière chez Leigh Memble. Il retint son souffle. Elle avait travaillé sous la direction d'Henri Lacroix, le même chef qu'il avait pris sous son aile il y a des années à Paris, lors d'une brève et passionnée incursion dans les arts culinaires. Henri avait un jour mentionné une jeune femme talentueuse à New York, dotée d'un instinct rare pour le goût et le cœur. Caleb ne l'avait jamais rencontrée jusqu'à présent. Elle avait contribué à la création de la soupe veloutée à la truffe blanche, l'un des plats les plus célèbres d'Henri. Sa défunte épouse l'adorait. Il se souvenait l'avoir partagé avec elle un soir de neige, à l'époque où il croyait encore en l'éternité. Il continua à lire. Grave blessure au poignet dans un accident de voiture. Licencié. Pas d'assurance. Son mari l'a quitté peu après. 2 enfants âgés de 6 et 4 ans. Pas de domicile fixe. Vit probablement dans un véhicule abandonné. Caleb fixa ses mots. Il lui semblait irréel. Nancy, qui était autrefois destinée à une grande carrière culinaire, était désormais sans abri, élevant 2 enfants dans une camionnette en panne. Et pourtant, elle trouvait encore la force de sourire, de réconforter, de chanter. Elle avait coupé un sandwich en 3 et en avait fait un festin. Il murmura à voix haute. Une femme comme elle ne devrait pas vivre ainsi. Mais il savait qu'il ne fallait pas lui offrir d'argent. Il avait vu la fierté dans son regard, le calme dans sa voix. Elle n'accepterait pas la pitié. Elle avait besoin d'un but, d'une voie à suivre. L'idée lui vint d'abord discrètement, puis avec certitude. Une cuisine fantôme. Ce serait parfait. Pas de clients, pas de regard du public, juste de la nourriture préparée en silence et envoyée dans le monde. Il la financerait discrètement. Pas de nom, pas de lien avec lui. Il ferait passer le mot par des canaux officieux, pas besoin de CV, juste cuisiner quelque chose d'honnête, quelque chose d'authentique. Et si elle se présentait, si elle franchissait le pas, il l'attendrait. Cette nuit-là, il se tenait à nouveau à la fenêtre. L'horizon scintillait, vivant et infini. Mais pour une fois, Caleb ne pensait pas au cours de la bourse ni aux salles de réunion. Il pensait à une camionnette, à une chanson, à la voix d'un enfant et à une recette que personne n'avait préparée depuis des années. Son reflet le regardait, un homme que le monde croyait tout avoir. Mais ce soir-là, il attendait tranquillement la seconde chance de quelqu'un d'autre. Et tandis qu'il se tenait là, un léger sourire apparut sur son visage, doux, plein d'espoir et sincère.
La cuisine était modeste et à moitié terminée, nichée dans un local commercial loué qui sentait encore légèrement la sueur et la peinture. Elle n'avait ni enseigne, ni vitrine, ni clients, juste quelques cuisinières, des tables de préparation et des cartons non ouverts. C'était une cuisine fantôme dans tous les sens du terme, conçue pour fonctionner discrètement en coulisses. Nancy entra, tenant fermement les mains de Laia et Théo. Son expression était méfiante, ses épaules tendues sous son vieux pull gris. Elle observa les visages inconnus, le cliquetis des casseroles, l'urgence des préparatifs matinaux. Son cœur battait à toute rompre, mais elle ne faiblit pas. Une ancienne collègue l'avait appelée la veille au soir, une ancienne cuisinière de ses débuts qui avait entendu parler d'une nouvelle cuisine qui embauchait. Pas besoin de CV, pas d'entretien, il suffisait de se présenter et de cuisiner avec son cœur. Il se souvenait d'elle à une époque plus fastueuse et pensait qu'elle avait toujours quelque chose de spécial. Elle était venue sans hésiter. Sans babysitter et sans économie, Nancy avait amené ses enfants. Elle avait posé une couverture et une petite boîte de crayons de couleur dans un coin. Les enfants s'étaient assis tranquillement, habitués à s'adapter, bien trop mûrs pour leur âge. Nancy a déballé un paquet de tissus usés. À l'intérieur se trouvaient ses outils, un couteau d'office aux manches ébréchées, une cuillère en bois décoloré, un fouet légèrement tordu. Sa veste de chef ne lui allait plus. Elle portait donc un t-shirt noir uni, les manches retroussées pour révéler une légère cicatrice sur son poignet. Les autres cuisiniers l'observaient en silence. Elle a ignoré leur regard tandis qu'elle choisissait ses ingrédients. Pas de choix extravagant, juste de la crème, de l'ail, des champignons frais et quelques brins de thym. Des saveurs honnêtes et authentiques. Certains jeunes cuisiniers chuchotaient, observant ses ustensiles usés et ses mouvements lents et délibérés. Mais tandis qu'elle travaillait, le bruit autour d'elle commença à s'estomper. Nancy ne se précipitait pas. Elle bougeait avec la grâce de quelqu'un qui connaît parfaitement le langage de la cuisine. Remuant doucement la sauce, elle la laissa épaissir, tirant toute la saveur de la simplicité. La cuisine commença à sentir l'automne et la chaleur. Elle dressa soigneusement les pâtes dans un bol blanc, essuya le bord et le posa sur le comptoir de dégustation. Un homme s'avança. Personne ne savait qui il était. Il portait une chemise bleu foncé, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, et avait l'air calme. Il dit qu'il venait du service contrôle qualité. Il ne donna pas son nom. C'était Caleb. Il prit la fourchette et goûta. Le goût le ramena dans le passé. C'était crémeux sans être lourd, savoureux avec une douceur subtile. Les champignons avaient du corps. Le thym était doux. C'était un souvenir et un réconfort dans un bol. Il leva les yeux. Nancy croisa son regard. Elle ne broncha pas. Il prit une autre bouchée, puis posa doucement la fourchette. Ses yeux brillaient. Il hocha une fois la tête et s'éloigna. Nancy resta figée. Elle ne savait pas trop ce que signifiait son silence. Quelques cuisiniers jetèrent un regard curieux entre elle et le bol. Elle nettoya tranquillement son espace de travail, rangea ses ustensiles et se prépara à partir. En passant devant le comptoir, elle remarqua que l'homme avait laissé le bol à moitié plein. Elle s'arrêta. Quelque chose la fit hésiter. Puis elle prit un récipient propre, y versa délicatement les pâtes restantes et le reposa sur le comptoir. Elle griffonna un mot sur une serviette. « J'espère que vous ne serez pas trop occupé pour manger plus tard. » Elle n'avait aucune idée de qui il était vraiment. Elle ne savait pas qu'il l'avait suivi depuis le parc. Elle ne savait pas que cette cuisine lui appartenait. Mais ce petit geste, offrir de la nourriture à quelqu'un qui ne l'avait pas demandé, faisait écho à l'amour discret qu'elle avait donné à ses enfants la veille. Et Caleb le remarqua. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans un rythme tranquille. Nancy arrivait tôt chaque matin à la cuisine avec Laia et Théo. Les enfants étaient devenus familiers, tranquillement installés dans leur coin avec des crayons et des livres d'histoire. Certains membres du personnel, autrefois sceptiques, apportaient désormais de petits cadeaux, des jus de fruits, une petite voiture. La cuisine semblait différente, plus chaleureuse. Nancy travaillait plus dur que quiconque. Elle ne demandait jamais d'attention, mais sa présence touchait chaque recoin de la cuisine. Elle aidait les autres sans qu'on le lui demande, montrait aux jeunes cuisiniers comment corriger leur coupe, intervenait lorsque quelqu'un prenait du retard. Elle se comportait comme quelqu'un qui était à sa place, non pas pour être félicité, mais par amour. Ses plats étaient issus de sa mémoire.
Elle ne mesurait jamais les quantités et se référait rarement à une recette. Au contraire, elle se laissait guider par son instinct et ses émotions. Chaque plat racontait une histoire, une émotion, un souvenir. Caleb venait souvent, toujours sous prétexte de contrôler la qualité. Pour les autres, il était simplement un homme discret, au regard pensif et au comportement calme. Personne ne savait qu'il était le propriétaire des lieux, mais Nancy en était venue à le considérer comme quelque chose de plus, même si elle ne savait pas encore quoi. Un après-midi, Caleb l'invita à déjeuner dans un coin tranquille, loin du bruit de la cuisine. Elle hésita, ne sachant pas si c'était approprié, mais son ton était doux. Elle accepta. Ils mangèrent simplement. Une soupe de pâtes. Caleb parla doucement, lui racontant l'histoire d'un ami qui avait perdu sa femme et sa fille dans un accident. Il lui avait dit que cet homme avait autrefois suivi une formation de chef cuisinier, mais qu'après la tragédie, il n'avait plus jamais cuisiné. Nancy l'écoutait attentivement, les yeux fixes, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne lui offrait ni sympathie ni conseil. Elle restait simplement assise en silence à l'écouter. Et d'une certaine manière, cela signifiait plus pour Caleb que tous les mots auraient pu le faire. Ce soir-là, Nancy ressentit un étrange poids sur sa poitrine. L'histoire la hantait. Elle connaissait le chagrin, savait comment il s'installait silencieusement dans vos côtes et y faisait son nid. Où elle voulait réagir, non pas par des mots, mais par le seul langage auquel elle faisait confiance. Le lendemain matin, elle est arrivée avant les autres et a fouillé dans le réfrigérateur à l'arrière. Quelques ingrédients négligés ont attiré son attention. Du radis daikon, du céleri, de l'oignon, de la crème. Elle s'est mise à cuisiner. Elle travaillait lentement, avec soin. La soupe qu'elle a préparée était simple. Du radis blanc, mijoté jusqu'à ce qu'il soit tendre, avec une touche de gingembre et d'oignon doux. Pas d'assaisonnement lourd, juste de la chaleur et des souvenirs. Une fois la soupe prête, elle posa un seul bol sur le comptoir de dégustation. Sans signe, sans explication, elle attendit. Caleb entra juste avant midi. Il remarqua immédiatement le bol. Personne ne le réclama. Il prit la cuillère et goûta. Il se figea. Dès que la soupe toucha ses lèvres, tout le reste disparut. Il n'était plus dans la cuisine. C'était à nouveau la veille de Noël. Le rire de sa fille résonnait dans toute la maison. Sa femme, fredonnant devant la cuisinière, lui souriait en lui servant cette même soupe. Il déglutit péniblement, retint ses larmes et posa la cuillère. Nancy observait depuis l'autre bout de la pièce, ne sachant pas si elle avait fait une erreur. Elle s'approcha lentement. Caleb se tourna vers elle, la voix à peine audible. « Où as-tu appris ça? » Nancy lui offrit un sourire discret. « Le chef Henry me l'a appris il y a des années. Il disait que c'était pour les gens dont le cœur s'était figé à cause d'une trop grande douleur. Une soupe qui guérit. » Caleb acquiesça, incapable de parler. Quelque chose en lui s'était remué, non pas brisé, mais ouvert. On frappa tôt à la porte. Nancy venait d'arriver dans la cuisine, les cheveux encore humides après s'être lavés à la hâte dans les toilettes publiques. Laïa et Théo étaient assis tranquillement dans leur coin habituel, à moitié endormis, des crayons de couleur à leurs pieds. Deux femmes se tenaient à l'entrée, vêtues de vestes sombres et portant des badges, des agents des services de protection de l'enfance. Quelqu'un avait signalé que Nancy et ses enfants vivaient dans des conditions dangereuses. Son cœur se serra. Elles lui demandèrent de leur parler en privé, lui demandèrent où elle vivait, depuis combien de temps elle vivait dans le van, si les enfants allaient à l'école, s'ils voyaient un médecin. Nancy répondit honnêtement, essayant de rester calme. Elle expliqua son travail, ses efforts, ses projets. Mais rien de tout cela ne suffisait. Elle était sans domicile fixe. Pas d'adresse légale, pas de revenus stables, pas d'assurance. Malgré tout ce qu'elle avait fait, il la jugeait inapte. Une audience serait programmée. Il y aurait une évaluation. Les enfants pourraient être placés en famille d'accueil temporaire. Après leur départ, Nancy resta figée dans la ruelle derrière la cuisine. Ses pensées se tournaient en boucle. Elle entendait encore la voix de Laïa ce matin-là, lui demandant s'il pouvait faire des crêpes dimanche. Le poids de tout cela était suffocant. Plus tard, Caleb est arrivé dans la cuisine et a immédiatement remarqué le silence. Nancy était partie, son tablier plié. Les ustensiles rangés. Il l'a trouvée dehors, assise près du van, la tête entre les mains. « Ils vont les emmener », a-t-elle murmuré. «
J'ai fait tout ce que j'ai pu, et cela ne suffit toujours pas. Caleb s'est agenouillé à côté d'elle. Laissez-moi vous aider. Elle a secoué la tête. Je ne peux pas accepter votre argent. Je ne vous offre pas d'argent. Je vous offre quelque chose de mieux. 2 jours plus tard, ils se trouvaient dans une salle d'audience du sud de Manhattan. Nancy portait ses plus beaux vêtements, les mains tremblantes, serrant Laia et Theo contre elle. La pièce était stérile, des néons bourdonnaient au-dessus de leur tête. Le juge examina le dossier, notes, conditions de vie, préoccupations. Puis Caleb se leva. Votre honneur, j'aimerais prendre la parole. Il s'avança. Les employés des services sociaux se déplacèrent légèrement. Nancy le regardait, perplexe. Je vis avec Nancy et les enfants. Je peux leur offrir un logement stable, une éducation et des soins de santé. Mais surtout, j'ai été témoin de l'amour, de la stabilité et des valeurs qu'elle leur transmet chaque jour. Le juge ajusta ses lunettes. Et votre relation avec Mademoiselle Ross? Caleb prit une lente inspiration. C'est ma femme. Un silence s'abattit sur la salle. Nancy le fixait, stupéfaite. Elle ouvrit légèrement la bouche, mais Caleb ne la regardait pas. Nous avons gardé notre relation secrète, a-t-il poursuivi. Mais nous sommes engagés l'un envers l'autre. Je suis ici pour la soutenir, elle et les enfants. Le juge les a regardés tour à tour. Est-ce vrai, Mademoiselle Ross? Nancy a hésité. Caleb s'est tourné vers elle et lui a pris doucement la main. Son regard disait tout. Fais-moi confiance. Elle a acquiescé. Oui. Le juge a marqué une pause, puis s'est penché en arrière. J'aurais besoin de documents, mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de procéder à la séparation. Les enfants resteront avec leur mère. Nancy s'effondra presque de soulagement. Dehors, sur les marches du palais de justice, elle retrouva enfin la parole. Pourquoi avez-vous fait cela? Caleb la regarda avec une sincérité tranquille. Parce que le monde n'a pas besoin de moins de mères comme vous et moi. J'ai besoin de vous plus que je ne le pensais. Il sourit alors, doucement et avec assurance. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous sauver, mais peut-être puis-je me tenir à vos côtés pendant que vous vous sauvez vous-même. Nancy le regarda, ne sachant pas si elle devait pleurer ou rire. Elle lui prit donc la main, et cette fois, ce fut d'elle qu'il atteint la première. Le soleil commençait tout juste à se coucher lorsque Caleb demanda à Nancy de l'accompagner. Laia et Theo étaient avec elle, comme toujours, chacun lui tenant une main, tandis qu'ils marchaient dans une rue calme à l'écart du centre animé de Manhattan. Nancy regardait autour d'elle avec curiosité. Ils passaient en devant de vieilles boutiques et des cafés récemment rénovés jusqu'à ce que Caleb s'arrête devant un immeuble. La grande vitrine était encore couverte de poussière. À l'intérieur, elle pouvait voir des meubles recouverts, des comptoirs propres et des caisses non ouvertes. L'endroit semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Caleb s'avança et essuya un coin de la vitre avec sa manche. Puis il lui fit signe de regarder. Nancy se pencha pour mieux voir. Sur la vitre étaient gravés en lettres délicates les mots « Nancy's table where recipes remember ». La table de Nancy où les recettes se souviennent. Elle se figea. Il lui fallut un moment pour comprendre ce qu'elle voyait. Son nom sur la vitrine d'un restaurant. Caleb fouilla dans sa poche et en sortit une clé en argent. Il la lui tendit, le regard fixe. « C'est à toi, dit-il. » Elle la prit lentement, encore sous le choc. Ses doigts se refermèrent sur la clé comme si elle risquait de disparaître. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Caleb sourit. « C'est moi qui ai goûté tes pâtes aux champignons le premier jour. Je t'ai suivi depuis le parc. Je t'ai vu déchirer un sandwich en 3 morceaux et le donner à quelqu'un. » Les yeux de NY s'écarquillèrent. « Je suis Caleb Stone. » Ce nom la frappa comme une vague. Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Tu es le Caleb Stone. » Il acquiesça. « Au début, je ne voulais pas que tu le saches. Je voulais voir qui tu étais, pas comment tu réagissais à mon nom. Mais tout ce que j'ai vu, ta façon de travailler, d'aimer, de te battre, est confirmé ce que je savais déjà. » Nancy recula d'un pas, bouleversée. « C'est toi qui as ouvert la cuisine fantôme. C'est toi qui as organisé la dégustation. C'est toi qui es venu au tribunal. » Il acquiesça à nouveau. « Oui, mais pas pour te sauver. J'ai vu en toi quelque chose de rare, quelque chose que le monde a oublié d'apprécier. » Elle resta là, la clé à la main, ne sachant pas si elle devait se sentir en colère, reconnaissante ou simplement stupéfaite. « Ne m'admire pas, dit-il doucement.
Amire-toi toi-même, car je le fais, dit-il en fouillant dans le sac qu'il avait apporté et en sortant un paquet enveloppé dans un tissu. À l'intérieur se trouvaient de nouveaux couteaux de chef, polis et gravés de ses initiales, les premiers outils de son nouveau départ. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'elle n'ait pu le faire, Laïa tira sur sa manche. « Maman, on peut entrer? » Nancy sourit à sa fille puis se tourna vers Caleb. « Vraiment? On peut vraiment ouvrir ça? » Caleb acquiesça. « Tout est en place. Les permis, l'équipement, même les ingrédients pour la première semaine. Il ne vous reste plus qu'à cuisiner. » Nancy regarda à nouveau le bâtiment, son nom brillant dans la douce lueur du réverbère. Elle avait rêvé d'une chose comme celle-ci autrefois. Il y a des années, avant l'accident, avant le van, avant que tout ne s'écroule. Maintenant, sans l'avoir prévu, sans l'avoir espéré, cela lui était rendu, non pas comme une faveur, mais comme une reconnaissance. À ce moment-là, Laïa lâcha la main de sa mère et courut vers Caleb. Sa petite robe rose flottait dans le vent. Elle jeta ses bras autour de sa taille et le regarda avec ses grands yeux sincères. « Es-tu notre vrai papa maintenant? » Caleb la regarda, surpris. Nancy ouvrit la bouche, ne sachant pas quoi dire, mais elle vit alors l'expression sur son visage. Il s'agenouilla à la hauteur de Laïa et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Si tu veux bien de moi, j'adorerais l'être. » Laïa rayonna et le serra plus fort dans ses bras. Nancy sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elles n'étaient plus dues à la peur ou à la douleur. Elles provenaient de quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Une année entière s'était écoulée, mais les murs du restaurant de New York dégageaient toujours la même chaleur que le premier jour. Le restaurant n'avait pas seulement survécu, il avait prospéré. Les gens venaient de toute la ville pour s'asseoir à l'une des rares petites tables. Ils ne venaient pas pour le luxe, mais pour le confort. Ils venaient pour des recettes qui avaient le goût des souvenirs. Ils venaient parce qu'ils avaient entendu parler d'une chef qui cuisinait avec son cœur dans chaque bouchée. Nancy se déplaçait dans la cuisine avec aisance et grâce. Son poignet avait retrouvé sa force, mais surtout, son moral aussi. Elle souriait davantage maintenant. Elle riait plus facilement. Elle portait toujours des vêtements simples, attachait toujours ses cheveux blonds en un chignon lâche, mais il y avait dans ses yeux une lumière qui n'était pas là auparavant. Ce soir-là, après avoir lavé la dernière assiette et raccompagné le personnel chez lui, elle s'attarda dans la cuisine. L'air était imprégné du doux parfum de la soupe, tout comme celle qu'elle avait préparée il y a si longtemps. Elle se retourna et vit Caleb debout près du comptoir. Il lui sourit et lui fit signe de s'approcher d'une petite table dans le coin. Elle était dressée pour deux, avec une seule bougie qui scintillait doucement entre deux assiettes. Nancy cligna des yeux, surprise. « Qu'est-ce que c'est? » Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la guida vers la chaise. « Juste un dîner tranquille, dit-il, juste nous deux. » Ils mangèrent lentement, en riant, en parlant de petites choses, de la nouvelle fascination de Laïa pour les dinosaures, du refus obstiné de Théo de manger quoi que ce soit de vert, du fait que le restaurant était déjà complet pour les fêtes. Puis Caleb se leva. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte. Nancy le regarda, perplexe, jusqu'à ce qu'il s'agenouille. Là, au cœur de la cuisine, sur le même sol carrelé où elle avait autrefois préparé une soupe avec des mains tremblantes et le cœur brisé, Caleb leva les yeux vers elle, le regard profond et déterminé. « Nancy, dit-il, tu as accompli quelque chose que personne d'autre n'aurait pu faire. Tu m'as guéri grâce à ta cuisine, ta force, ton amour. Tu as ramené de la chaleur dans ma vie, un repas, un sourire à la fois. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple, élégante et intemporelle. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux élever Laïa et Théo comme nos enfants. Je veux être ton mari, ton partenaire, ton foyer. Veux-tu m'épouser? » Nancy porta la main à sa bouche. Des larmes lui montèrent aux yeux et coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Incapable de parler, elle hocha la tête une fois, puis deux fois, puis plusieurs fois encore, avant de se jeter dans ses bras, riant à travers ses larmes. « Oui, » murmura-t-elle contre son épaule. « Oui. » Plus tard dans la soirée, les lumières de la cuisine s'éteignirent, la bougie continuait de scintiller doucement, et le bruit de petits pas résonna dans le couloir. Laïa arriva la première, toujours vêtue de sa robe rose préférée, les cheveux rebondissant derrière elle. Théo la suivait, traînant derrière lui son petit camion rouge. Ils s'assirent à la table de la cuisine,
Caleb leur servant des bols de soupe chaude. Nancy les rejoignit, rapprochant sa chaise, déposant un baiser sur le front de chacun d'eux. Tous les quatre mangèrent ensemble, les bruits des cuillères tapotant les bols et les rires remplissant la pièce. Dehors, la ville continuait de vivre comme d'habitude. Mais dans cette cuisine, quelque chose d'exceptionnel avait pris racine. Un foyer, une famille et un amour qui avaient toujours mijoté tranquillement et qui avaient enfin atteint un point d'ébullition doux et magnifique. Merci d'avoir regardé cette histoire émouvante. Si la force de NY et l'amour discret de Caleb ont touché votre cœur, sachez que de nombreuses autres histoires attendent d'être racontées. Chez Soul Stirring Stories, nous croyons au pouvoir de l'amour, aux secondes chances et à la gentillesse dans des endroits inattendus. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous et cliquez sur le bouton Hype pour soutenir notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à partager des histoires réelles émouvantes qui apaisent et inspirent. Restez gentleman, restez optimiste et n'oubliez pas que le plus petit geste de compassion peut changer une vie. Voici Soul Stirring Stories, où chaque histoire a un cœur.